Si Aïcha avait su que ce geste banal allait bouleverser sa vie, elle aurait peut-être hésité une seconde de plus avant de tendre la main. Mais elle ne savait pas. Et parfois, l'ignorance est le seul passage vers le destin. Ce jour-là, dans la chaleur suffocante d'Abidjan, elle n'avait qu'une idée en tête. Rentrer chez elle, poser ses pieds douloureux et dormir. Elle ignorait que ce qu'elle allait faire dans les 3 prochaines minutes serait le point de départ d'un engrenage irréversible. 16h06, rue du Commerce, quartier du Plateau. Aïcha marchait vite. Elle connaissait par cœur les horaires du bus 622. 1 minute de retard et elle serait condamnée à attendre 40 minutes de plus. Comme d'habitude, elle avait passé sa journée à courir dans tous les sens. Photocopie, prise de notes, café pour les seniors. Assistante créative, mais exploitée comme une stagiaire gratuite. Elle tenait son sac contre sa hanche lorsqu'une voix la sortit de sa bulle. « Oh mon Dieu! Attention, maman !» Une vieille femme venait de trébucher. Lentement, elle tomba à genoux et tout ce qu'elle portait vola au sol. 2 sacs plastiques, déchirés, libérèrent une dizaine de tomates, un morceau de poisson fumé et une boîte de lait en poudre. Les passants ralentirent, puis accélérèrent. Le regard détourné. L'indifférence moderne. Mais Aïcha s'arrêta net. Elle hésita. 1 seconde, 2, puis elle courut vers la femme. « Maman, vous êtes blessée? Ne bougez pas !» La femme portait un boubou beige, ses cheveux gris attachés dans un pagne délavé. Ses genoux saignaient légèrement. Mais surtout, ses yeux semblaient vides, comme désorientés. « Où suis-je? Ils vont me chercher, je crois. » « Vous êtes à la rue du Commerce. Asseyez-vous un instant. Vous pouvez marcher? »« Je ne sais plus. » Aïcha l'aida à se relever, attrapa les fruits un par un, les essuya avec un mouchoir, remit tout dans un sac. Puis elle posa sa veste sur le trottoir et y fit asseoir la vieille dame. Elle acheta une bouteille d'eau glacée à un jeune vendeur. « Tenez, buvez doucement. Vous avez de la famille? Un téléphone ?» La femme fouilla lentement dans son sac, sortit un vieux téléphone Nokia. Aïcha l'ouvrit. Un seul contact. « Mon époux. » Elle appuya. Son cœur battait vite. « Allô, bonsoir. Je suis avec une dame. Elle dit que vous êtes son époux ?» Le silence à l'autre bout dura plusieurs secondes. Puis une voix grave. « Où êtes-vous? Donnez-moi votre position exacte. » 21 minutes plus tard, un 4x4 noir s'arrêta. Un homme en costume descendit à la hâte. Élégant, imposant, il dégageait une autorité naturelle. Il se précipita vers la femme et tomba à genoux. « Awa, mon amour, tu vas bien ?» Puis levant les yeux vers Aïcha. « C'est vous? Qui l'avait aidée ?»« Oui, monsieur. Elle était seule. Elle semblait perdue. » Il la regarda, longuement, presque intensément. « Merci, vous venez de me sauver la vie. » Il sortit une carte de visite, la lui tendit. « B. Diabaté, directeur général, Vision Afrique. » Aïcha sentit son cœur rater un battement. Le patron? Son patron? Le lendemain, Aïcha arriva au bureau bien avant l'heure. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Le visage de l'homme, Brahima Diabaté, hantait ses pensées. Ce regard intense, ce ton chargé de gravité, et surtout cette carte de visite glissée entre ses doigts. Elle n'avait encore jamais échangé un mot avec lui, malgré une année passée dans son entreprise. C'était un homme distant, presque mythique, toujours enfermé dans son bureau panoramique au 12e étage. Certains disaient qu'il ne parlait à personne sans raison stratégique. D'autres affirmaient qu'il était froid, calculateur, impossible à approcher. Mais hier, il l'avait remercié. Hier, il avait dit que « vous m'avez sauvé la vie ». Peut-être qu'il ne fera rien, peut-être que c'était juste de la politesse, se murmura-t-elle en s'installant discrètement dans l'open space. À 9h22 précise, son téléphone vibra. SMS, inconnu. « Mademoiselle Aïcha, présentez-vous au bureau de la direction générale dans 10 minutes. Merci. » Le cœur d'Aïcha se mit à battre plus vite. Elle relut 3 fois le message, puis se leva d'un bond. « Où tu vas comme ça ?» lui lança Jessica, responsable communication interne, une femme rusée et redoutable. « Direction générale. » Jessica haussa les sourcils. « Depuis quand les stagiaires montent au 12e? Tu as gagné une loterie ou bien ?» Aïcha ne répondit pas. Elle prit l'ascenseur.
Chaque étage qu'elle franchissait semblait rallonger son souffle. Arrivée au 12e, elle inspira un grand coup, puis frappa à la porte. « Entrez !» La voix était calme, mesurée. Le bureau était immense, baigné de lumière naturelle. Une vue plongeante sur la lagune d'Abidjan scintillait à travers les vitres. L'homme était là, debout, les mains croisées derrière le dos, contemplant la ville. « Asseyez-vous !» Elle s'installa, les paumes moites. Il se retourna lentement. Dans ses yeux, rien de la froideur qu'elle craignait. « Mademoiselle Aïcha Traoré, vous n'êtes pas une simple employée. » Elle ouvrit la bouche puis la referma. « Je vous ai longuement observé hier. Vous avez su voir ce que beaucoup ignorent, la douleur, la vulnérabilité. » Il fit une pause. « La femme que vous avez aidée s'appelle Hawa. C'est mon épouse. Je suis sincèrement désolé. Je ne savais pas. Et vous n'aviez pas à le savoir. C'est ce qui rend votre geste d'autant plus noble. » Il s'approche, s'assit en face d'elle. « Savez-vous ce que je vois dans cette entreprise? Des gens brillants, mais cyniques. Ambitieux, mais vides. Et puis il y a vous. » Il lui tendit une chemise cartonnée. « Voici un projet d'envergure. Une campagne de communication pour une ONG qui lutte contre l'abandon des personnes âgées. Ce projet, je veux que vous le conceviez. Vous avez 2 semaines. » Aïcha sentit ses jambes faiblir. « 2 semaines? Mais je suis assistante. Je n'ai jamais mené de campagne. » Il sourit. C'est le moment de prouver que le titre ne fait pas le talent. Elle serra le dossier entre ses mains. « Je ne vous décevrai pas. » Il se leva, la raccompagna à la porte et lui dit « Vous avez un regard que j'ai perdu depuis longtemps. Ne le perdez jamais. » Quand Aïcha redescendit dans l'ascenseur, son monde avait basculé. L'information circula dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Le nom d'Aïcha était désormais prononcé dans tous les bureaux, souvent à voix basse, parfois à voix haute, mais toujours avec une dose de surprise, d'agacement, voire de suspicion. Et pour cause, en l'espace de 24 heures, l'assistante silencieuse, que personne ne remarquait, avait été convoquée par le grand Diabaté en personne. Au 3e étage, dans l'open space du pôle création, les regards changeaient. Là où l'on avait autrefois vu une simple exécutante, on voyait désormais une variable instable. Jessica, grande, élégante, arrogante, croisa les bras et lança depuis son bureau en verre. « Donc, c'est elle qui a le nouveau dossier ONG, la fille des photocopies ?» Les autres hésitèrent. « Apparemment, le DG l'a choisi lui-même. » Jessica haussa un sourcil moqueur. « Et pourquoi elle, à votre avis ?» Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce qu'un jeune graphiste murmure. « On dit qu'elle a aidé sa femme, dans la rue. Une histoire d'Alzheimer ou je ne sais quoi. »« Mais Mach, donc on est dans une agence humanitaire maintenant ?» ricana Jessica. Elle observa Aïcha, assise quelques mètres plus loin, concentrée sur son écran, le front perlé de sueur. « Faites-moi plaisir. Gardez un œil sur ce qu'elle fait. Si elle se plante, je veux être la première au courant. » Pendant ce temps, Aïcha plongeait dans le dossier. Le projet était vaste. Créer une campagne nationale pour l'ONG, Les Voix du Silence, qui s'occupait des personnes âgées abandonnées dans les rues ou les hôpitaux. Elle découvrit des chiffres glaçants. Plus de 12 000 personnes âgées isolées dans les grandes villes ivoiriennes. Beaucoup laissées par leur propre famille. Les photos dans le dossier étaient bouleversantes. Des regards perdus, des mains usées, des visages invisibles dans une foule pressée. Chaque soir, Aïcha rentrait tard, le sac rempli de documents. Elle dessinait des croquis dans le gbaka, prenait des notes dans la cuisine pendant que sa mère dormait dans le salon. Une nuit, Franck, son petit frère, l'observa pendant qu'elle travaillait à la lueur d'une ampoule suspendue. « Yaya, tu dors quand ?»« Quand ce sera terminé. »« Tu bosses trop. » Elle sourit. « C'est une chance unique, Francky. Je peux pas me permettre de la rater. » Il s'approche. « Maman serait fière de toi. » Ces mots l'atteignirent en plein cœur. Elle baissa les yeux, travailla encore plus fort. Mais au bureau, les choses se corsaient. Chaque jour, Aïcha recevait des courriels confus, des fichiers disparus de son dossier partagé, des invitations à des réunions qui n'existaient pas. Un matin, elle ouvrit sa boîte mail et découvrit un message anonyme. « Tu es monté trop vite. Prépare-toi à redescendre plus fort. » Son cœur se serra. Elle se tourna, chercha un regard autour d'elle.
Tout semblait normal, trop normal. Quelques minutes plus tard, Jessica vint la voir avec un sourire sucré. Alors, la future grande directrice, besoin d'aide pour trouver le bouton Envoyer sur ton clavier? Aïcha resta calme. Non, merci, je suis presque prête. Vraiment? C'est bien, mais tu sais, ce genre de campagne demande de l'expérience et de l'intelligence émotionnelle, pas seulement un joli CV de compassion. Je préfère avoir un cœur propre qu'un bureau en verre. Jessica haussa les sourcils, surprise de la réponse. Touchée? Elle tourna les talons. Mais dans ses yeux brillait un avertissement silencieux. Le jour de la présentation approchait. Aïcha passa sa dernière nuit à finaliser les visuels. Sa campagne s'appelait « Regarde-moi encore ». Elle voulait redonner un visage aux oubliés, raconter leur histoire à travers des spots poignants, des affiches murales, une voix off dans les gays baka et même une appli solidaire. Elle n'avait jamais osé rêver aussi grand. Mais le matin de la présentation, son ordinateur planta. L'écran devint noir. Tous les fichiers du dossier ONG avaient disparu. Elle faillit s'effondrer. « Non, non, c'est pas possible !» Une collègue lui tendit une clé USB. « On dit que tu bosses trop. T'avais pas pensé à sauvegarder ?» Aïcha comprit. C'était un piège, un avertissement. Mais elle ne céda pas. Elle courut chez le technicien IT de l'immeuble. En 25 minutes, il réussit à restaurer les fichiers. Essoufflée, décoiffée, elle entra dans la salle de conférence à 11 heures pile. Tous les cadres étaient là, y compris Brahima Diabaté. Il l'invita d'un signe de tête. « Nous vous écoutons. » L'instant avait quelque chose d'irréel. Dans la grande salle vitrée du 12e étage, Aïcha se tenait debout, seule face à une vingtaine de regards. Certains étaient curieux, d'autres bienveillants, mais beaucoup étaient de froids, tranchants, hostiles. Sur la longue table en bois d'Iroko, devant les ordinateurs portables et les bouteilles d'eau minérale, se trouvaient les membres du comité de direction de Vision Afrique. Au centre, Brahima Diabaté, impassible, les mains croisées sous son menton. À gauche, Jessica, un sourire en coin. Aïcha connecta son ordinateur à l'écran géant. Son cœur battait si fort qu'elle sentait chaque pulsation dans ses oreilles, mais son visage restait droit. Elle lança la présentation. La première image s'afficha, un vieil homme seul sur un banc. Un gros titre. « Tu me regardais quand j'étais utile. Tu me fuis maintenant que je suis fragile. » Quelques murmures traversèrent la salle. Elle enchaîna. « Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui la campagne « Regarde-moi encore ». Elle a pour but de donner une voix, une image et une dignité aux aînés oubliés. Chaque slide dévoilait une histoire. Une grand-mère abandonnée à l'hôpital, un ancien professeur devenu mendiant, une veuve qui parle à son miroir pour ne pas sombrer. La voix d'Aïcha ne tremblait pas. Elle parlait avec le feu d'une conviction profonde. Nous voulons inonder la ville d'images vraies, utiliser les arrêts de bus, les taxis, les murs des marchés, créer un site interactif et former des influenceurs à parler de la cause. Elle montra une vidéo test. Une vieille femme, les yeux brillants, racontait sa solitude. « Tous mes enfants sont partis. Ils disent que je suis un poids. Je prie chaque soir pour qu'on me parle au moins 5 minutes. Juste 5 minutes. » La salle se tut. Même Jessica baissa les yeux. Aïcha s'apprêta à conclure quand soudain, la porte s'ouvrit violemment. Une silhouette familière entra. Madame Hawa Diabaté, la femme que tout avait commencé avec. Elle portait un foulard rouge. Ses gestes étaient maladroits, comme si elle s'était échappée. 2 gardes de sécurité tentèrent de la retenir, mais Brahima se leva aussitôt. « Laissez-la !» Hawa s'approche lentement d'Aïcha. Puis, dans un silence surréaliste, elle leva un doigt et dit « C'est elle. Elle m'a sauvé, je me souviens. » Aïcha resta figée. Hawa se tourna vers l'assemblée. « Vous tous, avec vos costumes et vos grandes voitures, vous avez oublié ce que ça veut dire, aider quelqu'un sans rien attendre. Mais elle a vu que j'existais. » Un frisson traversa la salle. Jessica tenta une pirouette. « Madame Diabaté, ce n'est pas le lieu. » Mais Hawa la coupa net. « Silence. Tu n'as même pas levé la tête quand je suis tombé ce jour-là. Je t'ai vu passer. Tu as détourné les yeux. » Jessica blêmit. Un murmure d'indignation monta dans la salle.
Hawa regarda son mari, puis posa la main sur l'épaule d'Aïcha. Je ne me souviens pas de tous les visages, mais je n'oublierai jamais celui de quelqu'un qui m'a tendu la main. Un silence profond s'installa. Puis lentement, Brahima Diabaté se leva. Il avança jusqu'à Aïcha, serra la main de son épouse, puis prit la parole. Ce projet est validé, immédiatement. Mais ce n'est pas tout. Il sortit un document de son attaché-case, le posa sur la table. Aïcha Traoré est désormais nommée directrice de projet senior. À compter d'aujourd'hui, elle aura une équipe dédiée et accès au conseil de direction. Les réactions furent vives. « Quoi ?» siffla Jessica. Mais Brahima leva la main. « Si quelqu'un ici pense mériter plus, qu'il me montre un geste aussi humain que celui d'hier, qu'il me prouve que son cœur est plus utile que ses diplômes. » Personne ne parla. Aïcha, elle, était figée. Une larme roula doucement sur sa joue. Elle regarda Hawa, puis Brahima, et murmura « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. » « Justement, » répondit Hawa, « ce sont les choses simples qui sauvent le monde. On croit souvent que la réussite est un sommet, mais en réalité c'est un projecteur brutal. Dès qu'on s'y hisse, on devient visible, envié, jugé. Aïcha le comprit dès les premiers jours de sa promotion. Dans les couloirs vitrés de Vision Afrique, les félicitations avaient un goût sucré et amer à la fois. On la saluait avec un sourire forcé. On lui envoyait des mails de bienvenue qui respiraient la politesse plus que la sincérité. On lui ouvrait la porte, mais derrière, on murmurait. Elle sentit le changement dans les regards. Avant, elle était transparente. Maintenant, elle était une anomalie. Une jeune femme venue d'un quartier populaire, sans piston, propulsée à un poste stratégique directement par le grand Diabaté. Pour certains, c'était une blague. Pour d'autres, un danger. Les jours s'enchaînaient à un rythme effréné. Elle s'investissait corps et âme dans son nouveau rôle. Elle supervisait désormais plusieurs projets, organisait des ateliers, encadrait des créatifs plus âgés qu'elle. Elle faisait face, sans fléchir. Mais elle sentait que quelque chose grondait sous ses pieds, comme une fissure invisible dans le béton. Un matin, alors qu'elle arrivait au bureau, son ordinateur refusait de s'allumer. L'écran resta noir. Elle appela le support technique. On lui répondit que le disque avait été endommagé. Elle demanda à récupérer les fichiers du projet en cours. On lui apprit qu'ils avaient été effacés, curieusement. Sans trace. Elle sentit son estomac se nouer. Puis un jeudi, elle reçut une convocation inhabituelle du service juridique. On l'invitait à une réunion confidentielle. 3 personnes l'attendaient dans une salle fermée, visage fermé, dossiers ouverts. Elle s'assit, tendue. L'un des responsables prit la parole. On l'informait qu'une plainte avait été déposée par l'ONG partenaire de la campagne « Regarde-moi encore ». Ils accusaient Vision Afrique, et plus précisément Aïcha, d'avoir redirigé des fonds vers des prestataires fictifs. Des factures douteuses avaient été signées numériquement sous son nom. Des virements avaient été validés depuis son profil. Tout semblait pointer vers elle. Elle resta sans voix. Les documents étaient là, sous ses yeux. Les montants, les cachets, les dates. Tout était cohérent. Et pourtant, elle n'avait jamais vu ces entreprises, jamais signé ces paiements. Elle tenta de s'expliquer. Elle affirma que tout cela avait été falsifié, que quelqu'un utilisait son identité numérique pour la piéger, mais on lui opposa la procédure. Une enquête interne serait lancée. En attendant, elle était suspendue. En sortant de la salle, elle sentit le sol se dérober. À peine franchit-elle le seuil que 2 agents de sécurité s'approchèrent. Avec une fausse bienveillance, ils lui demandèrent de remettre son badge, son téléphone de fonction, de vider son bureau. Elle rangea ses affaires dans une boîte en carton, sous les regards lourds de ses collègues. Certains fuyaient ses yeux, d'autres chuchotaient dans son dos, les mêmes qui, une semaine plus tôt, l'acclamaient. Jessica passa devant elle, les bras croisés, le sourire aux lèvres. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin. Dehors, il pleuvait. Aïcha marcha longtemps, la boîte entre les bras, trempée. Elle n'avait plus de statut, plus d'équipe, plus de voix. Elle rentra chez elle en silence. Sa mère, inquiète, voulut savoir. Elle dit simplement qu'elle était fatiguée, mais elle ne s'effondra pas. Elle passa la nuit à fouiller dans ses sauvegardes personnelles. Elle vérifia chaque fichier, chaque historique. Elle finit par retrouver une ancienne copie automatique d'un document compromis.
Une annotation étrange dans les métadonnées l'interpella. Les modifications avaient été faites depuis un autre poste. Pas le sien. Elle pensa immédiatement à Moussa, le technicien du 4e étage, qu'elle avait aidé un jour à rédiger une présentation. Elle l'appela. Il accepta de l'aider. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans une salle discrète, loin des regards. Moussa tapota sur son clavier pendant des heures. Il croisa des adresses IP, des historiques d'accès, des traces numériques invisibles au commun des mortels. Et finalement, il la regarda, un peu pâle. Le compte d'Aïcha avait été utilisé depuis un autre terminal, un soir, à 20h13. Et ce terminal, c'était celui de Jessica. Mais il y avait plus. Il retrouva un fichier partiellement effacé. À l'intérieur, des échanges de mails entre Jessica et une agence concurrente. Elle tentait de leur vendre des éléments de la campagne, en se faisant passer pour Aïcha. Aïcha n'hésita pas. Elle appela le bureau de M. Diabaté. Il décrocha lui-même. Elle parla peu. Elle lui dit seulement qu'elle avait des preuves, qu'elle était innocente et qu'elle pouvait tout lui montrer. Le lendemain matin, à 9h, elle entra dans la grande salle du conseil d'administration. Tous les hauts responsables étaient là. Diabaté siégeait au centre. Jessica, impeccable, semblait confiante. On aurait dit qu'elle attendait un prix. Aïcha prit la parole. Elle déroula calmement les preuves. Les connexions, les IP, les logs informatiques. Elle demanda à Moussa de confirmer chaque détail. Il le fit méthodiquement. Jessica tenta de protester. Elle cria à la machination. Elle accusa Moussa de trahison, Aïcha de vengeance. Mais chaque mot tombait à plat. Diabaté ne leva pas la voix. Il observa, écouta, puis il se tourna vers les membres du conseil. La décision fut prise sans débat. Jessica était licenciée pour faute grave, escortée hors du bâtiment. Aïcha, debout, tremblante, crut que tout allait s'arrêter là, qu'elle allait simplement reprendre son poste, continuer, discrètement. Mais Diabaté se leva. Il tendit un dossier en cuir brun. Il déclara calmement que ce jour marquait une nouvelle étape, que la loyauté, la force morale et la dignité n'avaient là pas de prix, et qu'Aïcha Traoré était nommée directrice générale adjointe. La salle se figea. Aucun mot ne sortit. Elle, les yeux pleins, regarda l'homme qu'il avait vu, qu'il avait reconnu. Puis elle ferma les yeux, doucement, et sourit. Elle savait désormais que ce qu'elle avait vécu n'était pas une punition. C'était une traversée. Les jours passèrent, mais rien ne redevint comme avant. Aïcha prit possession de son nouveau bureau sans cérémonie, sans décoration extravagante, sans fanfare. Elle y plaça simplement 2 cadres, une photo d'elle et de sa mère, prise dans un petit studio de Yopougon, et une autre, récupérée discrètement, montrant Awa Diabaté, assise sur un banc, sourire timide, main posée sur celle d'Aïcha. À chaque matin, avant de lire le moindre dossier, elle regardait ces photos quelques secondes. C'était sa boussole, son point d'ancrage. Elle réorganisa les équipes, supprima les silos, refusa la hiérarchie stérile. Elle imposa une nouvelle règle dans toutes les réunions. Les idées n'avaient pas de grade. Un stagiaire pouvait contredire un directeur s'il avait des arguments. Un vigile pouvait faire une remarque sur une affiche. Au début, certains ricanèrent. Puis ils comprirent qu'elle était sérieuse. Et surtout, qu'elle était juste. Le projet « Regarde-moi encore » fut relancé en grand. Les panneaux recouvrirent les abribus d'Abidjan, les taxis, les marchés. Des portraits poignants, des citations réelles, des regards humains. L'impact fut immédiat. Des centres d'accueil pour personnes âgées virent affluer les dons. Des jeunes se portèrent volontaires pour passer du temps avec les anciens. Des émissions télévisées abordèrent le sujet pour la première fois sans condescendance. Un soir, alors qu'elle sortait d'une conférence sur les femmes leaders, elle trouva Awa dans le hall. Assise seule sur un fauteuil bleu, elle fredonnait une berceuse. Aïcha s'approche. « Tu m'attendais » demanda-t-elle doucement. Awa leva les yeux, la reconnut. Son regard s'éclaira. « Tu étais dans mes prières, depuis longtemps. Je savais que tu changerais des choses. » Elle lui tendit un paquet enveloppé dans un pagne. À l'intérieur, un petit collier en or usé. Simple, discret. « C'est mon mari qui me l'a offert avant notre mariage. Il disait que je le méritais, même si on n'était pas riche. » Aïcha hésita. « Je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas refuser.
Il faut que tu gardes quelque chose de moi quand je ne me souviendrai plus de ton prénom. » Elle s'enlacèrent, sans mots, sans témoin. Le lendemain, Aïcha alla voir Brahima Diabaté dans son bureau. Il semblait fatigué, son visage portait les marques du doute, comme si quelque chose le rongeait. « J'ai pris une décision, dit-elle simplement. » Il releva les yeux. « Je vais partir. Pas tout de suite, mais bientôt. » « Pourquoi ? C'est maintenant que tu peux tout avoir. » »« Justement, je n'ai pas envie d'avoir. J'ai envie de transmettre. » Elle lui expliqua son projet. Un incubateur social dédié aux jeunes filles issues des quartiers défavorisés, un espace de formation au métier de la communication, du numérique, du leadership. Gratuit, accessible, porté par l'exemple. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il se leva, ouvrit son coffre-fort, en sortit un carnet de chèques. « Combien te faut-il pour démarrer ? » ?»« Juste votre bénédiction. » Il sourit. « Tu as bien plus que ça. Tu as ma foi. » Le mois suivant, Aïcha démissionna officiellement. Elle refusa les offres qui pleuvaient, les salaires indécents, les titres flatteurs. Elle lança son projet dans un petit local de Treichville. Le premier mois, elles étaient 5. Le second, 20. En un an, 130 jeunes filles passèrent par l'incubateur. Beaucoup lancèrent leurs propres initiatives. D'autres furent recrutées chez Vision Afrique même. Un jour, l'une d'elles lui demanda « Yaya, comment tu as fait pour arriver là où tu es ?» Aïcha la regarda longuement. Elle pensa aux tomates renversées, aux genoux blessés, à l'écharpe qu'elle avait sacrifiée, à la rue poussiéreuse, aux murmures, aux larmes, aux trahisons, à la pluie, à la main d'Awa. Elle répondit simplement « J'ai juste tendu la main à quelqu'un qu'on avait oublié. » Puis elle reprit son chemin. Et derrière elle naquirent 100 autres gestes simples.